Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons continuer notre analyse sur les noyaux. Alors, si vous vous rappelez la courbe donnant l'énergie de liaison et les valeurs théoriques obtenues dans le modèle de la coupe liquide, l'écart le plus important, que nous avions appelé asymétrie et pairing, est surtout pour les noyaux légers. C'est aussi là que la courbe est la plus irrégulière. Elle fait quelques saccades comme ça avant de plus ou moins se stabiliser et diminuer régulièrement. Et on constate que les pics, donc les énergies de liaison les plus fortes et donc les atomes les plus stables, sont pour des valeurs de A égales à 4, 8, 12, 16 et 20, pour les petites valeurs de A. Et ça, ce sont des multiples de 4. Ce sont tous des multiples de 4. Donc, on voit que cette structure a plutôt une tendance à la symétrie avec des structures de type proton-proton, neutron-neutron, comme ceci, c'est-à-dire des particules alpha. Un peu comme si un assemblage de particules alpha était plus stable pour former un noyau. C'est une information importante. La symétrie joue un rôle important. Et si on considère des cas de valeur de A plus grande, cet effet est beaucoup moins marqué. Et ceci est dû essentiellement à l'énergie coulombienne. L'énergie coulombienne, la répulsion électrostatique entre les protons, tend à favoriser des noyaux stables avec plus de neutrons. Ce qui, évidemment, automatiquement, va briser cette jolie symétrie. Et cet effet est donc moins marqué pour des plus gros noyaux. Nous savons aussi que les protons et neutrons sont des fermions. Donc ils doivent obéir à la statistique de Fermi-Dirac. Et donc, dans leur état de base, ils doivent occuper les états d'énergie les plus faibles, protons et neutrons, puis au fur et à mesure qu'on en ajoute, ils occupent des états d'énergie de plus en plus élevés. Un petit calcul utilisant la statistique de Fermi-Dirac montre qu'on a alors une énergie d'asymétrie qui est égale à une constante, AA, fois n-z au carré, donc là, l'écart entre neutrons et protons, divisé par A, qui est plutôt bien respecté dans les courbes d'énergie de liaison. Et on a aussi un phénomène de pairing, donc d'association proton-neutron, et on peut le voir facilement dans le remplissage des couches. Donc on a les niveaux d'énergie les plus bas, puis d'énergie plus élevée, et ainsi de suite. Pour les protons, on peut avoir deux protons dans l'état d'énergie le plus bas, puisqu'ils ont deux états de spin, puis des énergies plus élevées. Et de même pour les neutrons, ils ont également un spin à demi, donc on peut en mettre deux par niveau d'énergie. Et comme on voit, pour un état d'énergie bas, ça a une structure de 4 nucléons comme une particule alpha, qui explique donc ce phénomène. Rajouter un cinquième nucléon nécessite de passer à un niveau d'énergie nettement plus élevé. Si on fait le calcul des énergies de liaison en utilisant l'énergie d'asymétrie en plus, on obtient une courbe théorique pour l'énergie de liaison qui est comme ceci, qui grimpe encore après, puis qui redescend, qu'on avait vu, donc pour les petites valeurs de A. Et les valeurs théoriques, elles font ceci. Puis se stabilisent autour. Autour d'environ A égale 20, on obtient un résultat très bon, avec des écarts un peu plus importants pour des noyaux plus légers. Donc pour A supérieur à 20, la prédiction est très très bonne.
Toutefois, même pour des atomes plus gros, on constate des petits écarts entre la courbe théorique et la courbe expérimentale. Plus loin dans la courbe, on constate que la courbe théorique, on fait à la lutte générale avec une légère descente, avec un maximum à 56, rappelez-vous, et on constate de temps en temps, dans la courbe expérimentale, des valeurs un peu plus grandes à certains moments. Les valeurs plus grandes sont observées pour des valeurs de n ou de z égale à 20, 28, 50, 82 et 126. À l'époque où on a constaté ça, et ça se constate très facilement. Par exemple, si vous prenez ce qu'on appelle la ligne de stabilité, donc vous tracez Z, nombre de protons et nombre de neutrons, vous avez la ligne N égale Z, et les atomes stables, les isotopes stables, sont grosso modo sur une ligne un peu plus riche en neutrons à cause de la répulsion coulombienne, et on observe des zones où il y a un peu plus d'isotopes stables et qui correspondent à ces nombres. Donc c'était facile à constater et ça a été découvert très tôt. Lorsque ça a été découvert, on n'avait pas l'explication de ces valeurs, donc on les a appelés des nombres magiques. Le terme est resté, même si la magie a quelque peu disparu. Alors pour décrire les noyaux de manière plus précise, on va faire appel à un modèle sphérique avec un hamiltonien. Alors l'hamiltonien complet, c'est la somme TI de toutes les énergies cinétiques de tous les nucléons, plus les sommes WIJ des interactions entre nucléons. Alors, un tel hamiltonien n'est pas simple. D'abord parce qu'il y a beaucoup de termes. A, le grand nombre A, c'est le nombre total de nucléons. Énormément de termes, c'est le fameux problème des trois corps dont nous avons parlé. Et en plus, la forme exacte de WIJ n'est pas bien connue. Donc, le résoudre de manière exacte est exclu. Même en utilisant divers procédés de calcul, par exemple numérique. Alors, on peut faire une analyse statistique. Donc, on utilise un procédé dont nous avons déjà discuté, qui est la méthode du champ moyen. Donc, on considère un comportement statistique où chaque nucléon subit le potentiel de l'ensemble des autres nucléons du noyau. Et on essaie ainsi d'obtenir, donc chaque nucléon I subit un potentiel VI. Et on essaie d'obtenir une forme du type H égale H0, un potentiel principal, plus un potentiel résiduel plus faible. Et donc avec le potentiel VI, on écrit simplement que c'est la somme des TI plus somme des VI, les potentiels moyens, plus la somme des WIJ, moins somme des VI. Donc, les VI s'annulent. Alors ceci, c'est H0, et ceci est H résiduel, qu'on espère petit. Alors, pour VI, que doit-on utiliser? Alors, pour VI, on peut tenir compte de l'interaction à deux nucléons que nous avons vu, faire un calcul, ce qui permet d'obtenir un potentiel appelé potentiel de Saxon-Woods, qui s'écrit V0 sur 1 plus une exponentielle qui ressemble un peu à un potentiel de Morse.
R moins R, donc grand R le rayon du noyau, petit r la position dans le noyau, divisé par une constante. Et V0 est de l'ordre de 50 mégaélectronvolts. En utilisant le modèle ici et la statistique de Fermi-Dirac, on obtient une valeur de 45 mégaélectronvolts. Donc, grosso modo, à peu près la même valeur qu'en faisant un calcul direct de l'interaction entre neutrions. Voilà, alors la résolution de ce modèle, on en parlera dans la prochaine vidéo, la résolution de ce modèle nous conduira à ce qu'on appelle le modèle en couche. Je vous remercie.